Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur Public Sénat. Ce matin, vous allez suivre un moment inédit de démocratie participative avec les travaux de la Convention citoyenne pour le climat. Cette convention, souhaitée par Emmanuel Macron, réunit 150 citoyens qui doivent faire des propositions pour faire baisser de 40% les émissions de gaz à effet de serre de la France d'ici à 2030. Des citoyens qui travaillent alors que la France vient d'être condamnée par la Cour de justice européenne pour ne pas avoir assez protégé ses habitants de la pollution de l'air. Les travaux de la Convention citoyenne pour le climat, c'est tout de suite. Alors, le Haut Conseil pour le climat est un ensemble de 13 personnes qui sont en CDD-NP. Alors, CDD, donc on est en contrat à durée déterminée, on est nommé pour un mandat de 5 ans, et c'est NP parce que c'est non payé. Voilà. Alors, c'est quoi, plus sérieusement, cette affaire-là ? C'est un organe, un de plus, direz-vous, qui a été créé en novembre dernier, placé auprès du Premier ministre, et qui est chargé, alors on a un mandat qui est extrêmement vague, de donner un avis sur la trajectoire française en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Donc en gros, on dit ce qu'on veut sur la politique climat de la France. Voilà, en gros, c'est exactement ça notre mandat. La limite de l'exercice qui est le nôtre, en fait, est une limite de moyens et de temps. Parce que comme je le disais, quand on est 13, on ne sait toujours pas qui est Judas. Donc quand on est 13, en fait on est descendu à 11 pour le moment, on va remonter à 13, et qu'on a un jour par mois de présence, de réunion, plus un jour par mois de lecture de documents, échange de mails, etc. C'est assez facile de comprendre qu'il y a des choses qu'on peut faire et des choses qu'on peut moins facilement faire. Et donc en pratique, on regarde surtout des grandes orientations et des grandes tendances, on va dire. Il y a une partie facile et une partie plus difficile dans notre travail. La partie facile, c'est voir qu'on n'est pas dans les clous. Donc ça, c'est très facile. Il faut 15 secondes pour voir qu'on n'est pas dans les clous. La partie beaucoup plus difficile, c'est est-ce qu'on peut avoir un avis sur lequel on est tous d'accord ? Parce qu'une des limites, ou un des mandats plus exactement qu'on s'est fixé, c'est qu'on n'écrivait que des choses sur lesquelles on était tous d'accord, parce que sinon, on n'était pas capable d'aller le défendre ailleurs. Il y a une limite importante là. C'est donc de rentrer un tout petit peu dans le détail des choses. On a sorti un premier rapport en juin dernier. Alors dans ce rapport, en gros, il y a 3 mots importants. Il y a un mot qui s'appelle cohérence, il y a un mot qui s'appelle planification et il y a un mot qui s'appelle justice. Alors je vais revenir sur ces 3 mots très rapidement. Le mot cohérence, il est essentiel parce qu'en fait, le défi que nous pose le changement climatique, c'est le défi de confronter nos rêves de grandeur et d'infini à la limite physique de ce monde. Voilà, c'est ça le problème du changement climatique. C'est qu'on avait des rêves de grandeur et d'infini. Vous avez tous entendu les discours sur la croissance économique qui est censée durer de manière perpétuelle, etc. Donc on a tous des rêves d'infini, qu'on peut exercer chacun une liberté croissante sans gêner celle d'à côté. Ça marche bien dans un monde en croissance, ça ne marche pas dans un monde sans croissance. Donc on est à devoir confronter la vision qu'on avait avant d'une espèce d'expansion sans limite à la difficile limite physique du monde, et notamment la limite physique sur le système climatique, qui est qu'il y a une certaine quantité de CO2 qu'on peut mettre dans l'atmosphère avant de trouver l'expérience extrêmement désagréable. Voilà, c'est ça la première chose. Et alors donc cette nouvelle limite qu'on a dans la façon de gérer nos petites affaires devient contradictoire avec un certain nombre d'autres directions qu'on avait prises. Et aujourd'hui, on a un problème de mise en cohérence, et cette mise en cohérence, en fait, ne se fera pas sans choix, c'est-à-dire sans abandon. Vous savez, le poète a dit « choisir, c'est renoncer ». Donc il y a des choses auxquelles on va devoir renoncer. Malheureusement, c'est ça la mise en cohérence. Et aujourd'hui, une des recommandations fortes de notre rapport, c'est qu'on ne se donne pas la peine de faire cette mise en cohérence, c'est-à-dire qu'on ne se donne pas la peine de se demander à nous-mêmes, au fond, qu'est-ce qu'on préfère si on ne peut pas tout avoir ? C'est ça le premier enseignement de notre rapport. Le deuxième enseignement s'appelle planification. Parce que la raison pour laquelle on a aujourd'hui une société qui est basée sur ce qu'on appelle les énergies fossiles, c'est-à-dire le charbon, le pétrole et le gaz, même en France, vous savez que même en France, l'essentiel de l'énergie qui alimente nos machines, c'est des énergies fossiles. Ce n'est pas essentiellement de l'électricité, c'est essentiellement des énergies fossiles, à commencer par le carburant des voitures que vous utilisez tous. Et des avions que nos amis de la Guyane ont sûrement pris pour venir ici, à moins qu'ils soient venus en kayak de mer. Donc, ce que vous avez aujourd'hui qui fait fonctionner le monde, c'est les énergies fossiles. Et donc, se passer de ces énergies fossiles, c'est changer la façon dont le monde est organisé. Et changer les villes, changer les modes de transport, changer les modes alimentaires, etc., qui sont des modes culturels. Là, en France, on adore bien manger, puis on a bien raison, etc. C'est des choses qui sont très longues. C'est très long. Et donc, ça demande de la planification, exactement comme dans les choses importantes de notre vie qui sont longues, par exemple élever un enfant.
en général, on planifie pas, mais on essaye de faire les choses avec constance et avec organisation. Et en fait, la planification, c'est ça. Donc, le deuxième enseignement fort de notre rapport, c'est qu'aujourd'hui, on ne se donne pas les moyens d'avoir une action qui est organisée de façon un peu cohérente dans le temps. Et puis le troisième mot, c'est justice, parce qu'il est bien évident qu'il y a un moyen très simple, par exemple, de baisser les émissions de gaz à effet de serre de 3/4, c'est de tuer les 3/4 des gens. Voilà, physiquement, ça marcherait très bien. On ne peut pas considérer que ce soit une solution très juste. Voilà. Donc la question de savoir qu'est-ce qu'on peut proposer qui sera considéré comme sympathique, c'est ça au fond, la justice, hein, c'est acceptable. Eh bien, c'est le troisième enseignement important du rapport, c'est il faut réfléchir à des mesures qui suscitent quand même un minimum d'adhésion. Ça veut dire en particulier, un truc très important, c'est qu'elles doivent être comprises, parce que c'est très compliqué d'adhérer à un truc qu'on ne comprend pas. Donc là, il y a aussi un vrai sujet que j'ai relevé dans l'échange qui vient de me précéder, là, qui est que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Donc quand on a des idées assez claires sur ce qu'on a envie de faire, en général, on est capable de l'exprimer de manière assez simple, et c'est préférable si on veut susciter l'adhésion. Voilà, c'est ça les trois enseignements principaux de notre rapport. C'est des éléments de gestion, beaucoup plus que des mesures précises. On n'a pas dit, tiens, il faudrait limiter la vitesse à 105,2 sur les autoroutes. Merci. Merci beaucoup, Jean-Marc Jancovici. Je vais passer la parole à Quentin Perrier. Prenez le micro qui est juste devant vous. Et donc, merci. Pareil, en 5 minutes, pas plus, de dire votre point de vue. Bonjour, je m'appelle Quentin Perrier, déjà je suis très heureux d'être là. Je travaille à I4C, donc l'Institut de l'économie pour le climat, ça s'écrit I4CE, qui a déjà été cité d'ailleurs. Et notre travail, on est un institut indépendant et on travaille à réfléchir à des solutions pour accélérer la transition énergétique. Et je pense que c'est notre but à tous, ici. Et donc dans ces 5 minutes, je voudrais vous présenter 3 grands types d'instruments qu'on peut mobiliser, vous présenter leurs forces et aussi leurs faiblesses, parce que ça va nourrir un peu les choix que vous aurez probablement à faire. Le premier grand type de levier, c'est mobiliser la fiscalité dans son ensemble pour inciter. Et j'insiste sur le dans son ensemble, parce que la fiscalité, c'est quelque chose de très large. Et il y a 2 choses en particulier sur lesquelles je voudrais attirer votre attention. Le premier, c'est qu'on voit qu'il y a beaucoup de secteurs qui payent moins d'impôts que d'autres, en particulier sur les énergies fossiles. Et ça pose une vraie question. Par exemple, l'aviation paye assez peu de taxes, les poids lourds et d'autres. On a fait un rapport où on a passé en revue tout le budget de l'État et on voit qu'il y a 40 niches fiscales, comme on dit dans le jargon, 40 secteurs qui payent moins d'impôts. Ça pose une question d'efficacité, ça pose économique pour atteindre nos objectifs, et ça pose aussi une question de justice, parce que c'est jamais agréable de faire des efforts quand son voisin n'en fait pas. La deuxième idée dont je voudrais vous parler, c'est l'idée qu'aujourd'hui, on laisse les gens acheter des véhicules polluants en les taxant assez peu au moment de l'achat, et on les taxe beaucoup après, à travers les taxes sur les carburants. Et finalement, quelque part, on crée un peu des prisonniers énergétiques. Ils ont acheté le véhicule et une fois qu'ils sont prisonniers, on les taxe. Donc une possibilité, quand on pense à la fiscalité, ce serait peut-être de taxer un peu plus à l'achat les véhicules, mais aussi les chaudières, par exemple. Et là, il y a beaucoup d'instruments qui existent. Il y a le bonus-malus qui a été présenté, il y a les taxes sur les cartes grises, plein d'options. Donc mobiliser la fiscalité, un outil qui peut être très puissant pour inciter, mais aussi un outil à manier avec précaution. Parce qu'on sait qu'il y a des secteurs qui sont en grande difficulté. Le secteur de l'agriculture, par exemple, on sait qu'il est déjà étranglé. Si vous augmentez les taxes ici, comment vont faire les agriculteurs pour s'adapter? On sait qu'il y a des secteurs qui sont soumis à une concurrence internationale forte. L'aviation, les poids lourds. Et là aussi, comment faire? Je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais je dis qu'il faut faire attention à le faire intelligemment. Et typiquement, on peut soit taxer intelligemment, soit on peut aider. Et ça m'amène sur mon deuxième point. Donc, le premier volet, c'était la fiscalité. Le deuxième, on peut aider les ménages et les entreprises à s'adapter. C'est vrai qu'on entend souvent, on n'a pas d'alternative, on ne peut pas changer. Et c'est là que les aides interviennent. Dans les aides, il y a les subventions. On peut subventionner les citoyens pour les aider à rénover leur maison. On peut subventionner les travaux de rénovation, le changement de chaudière. Et on peut aussi proposer des alternatives en investissant. C'est-à-dire de l'investissement public dans les transports collectifs. Il faut investir dans les bus, dans les renouvelables, dans le nucléaire, dans la recherche. Tout ça pour offrir un peu des alternatives aux citoyens. On a évalué combien il manquait d'investissement pour s'aligner avec la stratégie nationale bas carbone qui a été présentée. En termes de financement public, on voit qu'il manque 7 à 9 milliards d'euros.
ça vous parle peut-être pas, 7 à 9 milliards, c'est moins que la taxe d'habitation, c'est 2% des dépenses de l'État, du budget de l'État, sans parler même du budget des collectivités. Donc vous voyez que c'est un montant qui n'est pas non plus excessif. Alors aider, oui, mais avec là encore un grand point de vigilance, la question c'est d'où vient l'argent. C'est bien de faire des subventions, mais est-ce que vous allez le faire en faisant de la dette, qui sera payée par les générations futures? Est-ce que vous allez le faire en faisant plus d'impôts, sachant qu'on voit quand même qu'il y a déjà une forme de ras-le-bol fiscal? Ou est-ce que vous allez le faire en baissant des dépenses publiques? Et là, quelles dépenses publiques vous allez baisser? La santé, l'éducation, enfin voilà. C'est typiquement le genre de choix que vous aurez à faire. Et enfin, le troisième grand levier, donc, fiscalité, aide, les normes et réglementations, bien sûr. On voit que c'est un levier qui est déjà utilisé par certaines villes qui ont décidé d'interdire les véhicules diesel à terme. Strasbourg a décidé d'interdire les véhicules diesel en centre-ville en 2025. Paris envisage de faire la même chose en 2024. Voilà, dans les transports donc. On voit aussi qu'il y a des idées d'interdire les passoires thermiques, ces logements où vraiment vous sentez le filet d'air qui passe. Et là, voilà, c'est l'idée d'inciter les propriétaires à faire des travaux. Parce que c'est vrai qu'il y a toujours cette question parfois du locataire-propriétaire. Moi, j'ai été locataire d'une passoire thermique quand j'étais étudiant. J'étais là pour 2 ans. J'avais ni les moyens, ni l'envie de changer toutes les fenêtres et la toiture. Et donc là, la norme peut être une incitation puissante à inciter les propriétaires, certes. Il faut aussi faire attention que ça lui coûte très cher à son propriétaire. Parfois, c'est des propriétaires qui habitent leur logement. C'est un jeune couple qui vient de s'endetter jusqu'au cou pour acheter sa nouvelle maison. Si vous lui dites, dans 2 ans, il faut investir 10 000 € de plus pour rénover, c'est une vraie question. Comment on fait? Et donc là, des normes, des réglementations, oui, mais attention à vraiment accompagner les ménages et les entreprises là-dedans, avec par exemple des aides et des subventions. Donc par rapport à l'objectif de moins 40% en 2030, je pense qu'on est tous d'accord qu'il faut accélérer la transition. Et j'ai donné plusieurs exemples dans le secteur des transports et dans le secteur des logements. Parce que d'après le rapport du Haut Conseil pour le climat, c'est vraiment 2 secteurs clés, 50% des émissions, où on est en retard par rapport à nos objectifs. Mais il y a d'autres secteurs, il y a l'agriculture notamment. Donc je vous ai montré qu'il y a de nombreux leviers qui peuvent être actionnés davantage, la fiscalité, les aides, les réglementations, mais attention à la façon de le faire. En parallèle, je laisserai Kathleen en parler, mais je suis convaincu qu'à terme, la question de la taxe carbone est aussi un outil utile et que tous les outils peuvent être utiles. Mais attention, il faut le faire différemment, le faire mieux. Et d'ailleurs, nous, on a regardé comment fait les autres pays à l'international. On a vu que dans beaucoup de pays, la taxe carbone a été chahutée, parfois acceptée, parfois rejetée. On en a tiré des expériences, notamment sur le fait qu'il faut être très transparent dans l'usage des recettes. Il faut vraiment aussi accompagner les ménages, donc rendre visibles les contreparties, et puis savoir s'adapter, parce que chaque pays est différent. Donc voilà, de nombreux instruments, vous l'aurez compris, aucun n'est parfait tout seul. L'idée, c'est vraiment de les combiner. Par exemple, et moi j'aime beaucoup, c'est le bonus-malus. D'un côté, vous taxez, et de l'autre, vous taxez les gens qui achètent des véhicules polluants. De l'autre, vous subventionnez les gens qui achètent des véhicules peu polluants. Donc on combine de la fiscalité et des aides. Et d'ailleurs, on pourrait pourquoi pas étendre le bonus-malus à autre chose que l'automobile. On pourrait le faire dans l'achat de chaudière ou autre. J'ai presque fini, je finis juste. Deuxième exemple, l'histoire des secteurs qui sont plus ou moins taxés. Et ben là, on pourrait décider de les taxer tous au même niveau et d'utiliser les recettes de ces nouvelles taxes pour aider les secteurs à transitionner. Ou alors et sur les bâtiments, prévoir des normes plus strictes, mais un horizon de 10 ans par exemple, en accompagnant d'ici là. Donc vraiment la question, c'est de trouver le bon équilibre entre tous ces instruments. Merci. Kathleen Schubert, c'est à vous pour 5 minutes. Merci. Donc, je m'appelle Kathleen Schubert, je suis professeure d'économie à l'École d'économie de Paris. J'appartiens aussi au Conseil pour le climat. Mais là, je ne vais pas parler en tant que membre du Conseil pour le climat parce qu'on n'a pas vraiment discuté de la taxe carbone encore dans le Conseil pour le climat. On n'a pas approfondi l'affaire. Donc, je vais parler plutôt sous ma casquette de professeur d'économie. Donc, ce que je veux vous dire d'abord, c'est qu'il faut vraiment être conscient de à quel point les énergies fossiles ont façonné, notre civilisation, en réalité. Non seulement notre économie, mais toute notre civilisation. Et à quel point c'est dur d'en sortir. Pensez aux villes américaines, hyper étendues, avec plein de supermarchés dans des banlieues interminables, et des voitures tout le temps, personne qui marche à pied. Bon, mais changer ça, en Europe c'est un peu moins grave, mais changer ça, c'est vraiment des choses très très compliquées à faire. Donc, pour modifier en profondeur notre économie et notre façon de vivre, la taxe carbone est un instrument extrêmement puissant. Je ne veux pas dire que ce soit le seul, bon, j'y reviendrai, mais c'est un instrument extrêmement puissant, ça marche extrêmement bien. Un tout petit exemple,
Pensez à la assez petite différence de fiscalité qu'il y a en France entre le diesel et l'essence. Ça a produit une dieselisation du parc automobile de plus de 60%. Donc, petite différence d'impôt, ça a fait basculer le parc automobile. Ça marche très très bien. Il y a plein d'autres exemples. Donc, c'est puissant, un instrument très puissant. C'est un instrument qui incite les gens à changer de comportement, à condition qu'ils puissent en changer. Donc, il faut faire extrêmement attention qu'il y a des gens qui ne peuvent juste pas en changer. Donc, ceux-là, il faudra les aider. Donc, la taxe carbone, c'est puissant, mais c'est à manier avec précaution, et c'est un peu pour ça que c'est impopulaire. Donc, il faut accompagner la taxe carbone de dispositifs qui la rendent juste. Ces dispositifs qui la rendent juste, c'est des dispositifs qui aident les gens qui sont coincés, qui ne peuvent pas du tout changer, au moins à court terme, de comportement. Et puis, il faut aider les gens qui sont les plus vulnérables et les plus pauvres, parce que l'énergie, ça représente une plus grande part de leur budget, en fait. Et donc, la taxe carbone va frapper plus durement sur ces gens-là. Donc, il faut les aider, et il y a des tas de moyens de les aider. Pourquoi ? Parce qu'en fait, évidemment, la taxe carbone va rapporter des recettes. Ça va rapporter de l'argent, des recettes fiscales. Et ces recettes fiscales, il n'y a aucune raison de penser qu'elles doivent financer le budget général. On peut très bien décider que ces recettes fiscales vont être utilisées pour compenser les perdants, pour compenser les gens les plus vulnérables, pour rendre la taxe carbone juste. Voilà, donc c'est vraiment ça un message, je pense important. Deuxième point important, Quentin l'a un peu dit, les ménages, les agents, vous et moi, on peut se dire mais pourquoi on irait payer plein pot la taxe carbone alors que beaucoup de secteurs économiques sont exemptés, alors que les entreprises qui payent les quotas du marché ETS payent moins, le prix est beaucoup moins élevé, et que les autres gens dans les autres pays, en Chine et aux États-Unis, ne font aucun effort. Question parfaitement légitime. Donc, je crois que c'est vraiment des questions qu'il faut se poser. Pourquoi est-ce que nous, comme ça, on va accepter de faire ces efforts ? Donc, je pense qu'il faut, parallèlement à la taxe carbone, il faut que les gouvernements fassent des gros efforts pour que le marché ETS marche mieux, que le prix augmente, que donc les entreprises payent une somme équivalente à ce que payent les ménages. Il y a moyen de faire ça. Et sur le plan de l'effort au niveau international, c'est un peu plus difficile de répondre à ça, mais je pense que, vous avez envie, comme moi, de pouvoir regarder vos enfants en face plus tard, qu'ils ne disent pas les parents savaient que la catastrophe allait arriver, ils n'ont rien fait. Pour moi, ça c'est un point très important. Et puis le deuxième point, c'est que c'est quand même aux pays développés de faire le premier effort. Ce n'est pas aux Indiens ou aux Chinois qui ne sont pas les responsables historiques. Voilà, donc ça ce sont des points importants. Ensuite, très rapidement, il y a d'autres moyens, il y a les normes, les interdictions, les subventions, tout un tas d'autres moyens, d'autres instruments dont a parlé Quentin. Ça peut être parfois utile. En général, c'est moins efficace et c'est plus cher. C'est plus coûteux. Et imaginez par exemple une norme sur les moteurs des voitures pour qu'elles soient moins polluantes. Évidemment, le constructeur va retranscrire dans le prix le coût de la norme pour lui, et donc ça va faire augmenter le prix des voitures. Donc au final, vous allez la payer quand même, cette norme. Donc la norme, même si le coût est un peu caché a priori, va être aussi coûteuse. Donc les ménages le voient moins, ils acceptent mieux les normes, mais il faut faire quand même très attention avec les normes, à cause de ça. Ça peut coûter très cher en réalité. Mais il y a quand même quelque chose de certain, c'est que la taxe carbone, bien qu'elle soit utile, puissante, nécessaire, elle ne peut pas suffire, elle n'est pas suffisante. Un exemple très simple, pensez à une taxe carbone très élevée qui ferait que les gens passeraient aux voitures électriques. Si on n'a pas au préalable investi pour mettre des bornes de recharge, ça ne pourra pas marcher. Il faut donc que l'État mette en place les investissements qui seraient complémentaires à la taxe carbone. Pas de voiture électrique, si pas de borne de recharge, c'est clair. Et il y a aussi les investissements dans la recherche. Excusez-moi, vous nous prenez pour des enfants et c'est insupportable. Pardon ? Vous nous prenez pour des enfants et ça nous paraît insupportable. C'est insupportable ce que vous nous faites entendre. J'ai pas... Je vous prends pour des enfants ? Je vous prends pas pour des enfants ? Je sais plus trop que dire là du coup. J'avais pas cette impression, mais... Des choses que vous savez en tant qu'expert, mais pas qu'il faut mettre des prises électriques. Ça n'a aucun intérêt. On a dit que c'était une urgence climatique, on a besoin de réponses concrètes, des choses importantes. Alors moi, je ne suis pas ici venu pour encore entendre des prises électriques. Merci. Nous parlons trop de la taxe carbone.
Mais alors, qu'est-ce que vous voulez entendre ? Deux questionnaires avec la taxe carbone et deux intervenants toujours avec la taxe carbone. Nous sommes là pour le climat. Ou dites-nous où vous voulez nous emmener, s'il vous plaît. Nulle part ? Non, mais pas vous spécialement, madame. Mais dites-nous où vous voulez vous emmener avec cette convention, messieurs et mesdames les organisateurs. Moi, je reviens, j'ai un question sur la taxe carbone. Premier jour, première question sur la taxe carbone. Donc 2 fois. 2 intervenants, taxe carbone. Voilà. Merci. Alors, un questionnaire d'ailleurs où on devait répondre oui ou non, mais il n'y avait pas d'entre-deux. S'il vous plaît. Ce que Madame Schubert est en train de vous expliquer là, c'est que tout se tient. C'est pas parce qu'elle vous explique des choses simples qu'elle vous prend pour des enfants. Dans ce que nous avons à faire, il y a des choses d'une très grande simplicité et il y a des choses d'une très grande technicité. Et les deux vont ensemble. Et vous avez besoin de travailler sur les deux. C'est pas parce que c'est simple que c'est bête. Il y a des choses qui sont complexes et qui sont très utiles. Il y a des choses qui sont complexes et qui le sont moins. Et indiquer que si l'État subventionne beaucoup les acheteurs de voitures pour qu'ils puissent avoir des voitures électriques, mais que par ailleurs, personne ne s'occupe de faire en sorte que ces voitures électriques puissent se recharger, c'est pas vous prendre pour des enfants, c'est simplement montrer que la subvention toute seule ne suffit pas. Et c'est ça que l'on essaye de voir cet après-midi, c'est que les instruments fonctionnent quand ils sont pris dans un ensemble, quand ils peuvent être agencés, combinés les uns avec les autres. Donc ce que je vous demande, s'il vous plaît, c'est d'écouter. Kathleen va terminer en quelques secondes, puis ensuite de poser des questions. Vous pouvez mettre en cause ce que l'on vous dit, ce n'est pas la question. Aucune personne qui est venue ici ne vous prend pour des enfants, qui que vous soyez. Personne. Simplement, soyez attentifs à ce qui est élevé, ce qui est compliqué et ce qui est simple. Les deux sont utiles. Kathleen, vous concluez ? On ne vous entend pas, madame. Vous n'avez pas de micro. Oui, merci. Merci, madame Joubert. Effectivement, nous devons prendre une position pour donner des solutions qui soient justes socialement. Et l'exposé de madame était justement pour que nous fassions attention à prendre des mesures, à déterminer, faire des propositions qui soient justes. Et donc, si on fait des caricatures de climat, c'est pas bien ça, on ne sera jamais pris au sérieux. S'il vous plaît. À l'intention de Gilles, ce n'est pas seulement des questions qu'on doit poser, mais c'est aussi des interventions qu'on peut faire. Alors, on a besoin d'avoir une règle entre nous parce que sinon on ne va pas y arriver. Vous avez tous un micro, donc vous pouvez tous prendre la parole quand vous voulez. Parfait. Sauf que si vous prenez tous la parole en même temps, dans 10 minutes, on ne s'entend plus. Donc je vous demande d'avoir la gentillesse de suivre une règle très simple. Si vous voulez parler, vous vous faites connaître, vous vous levez, vous vous manifestez et je vous donnerai la parole. Pas forcément dans la seconde, parce qu'il faut aussi qu'on avance, mais je vous donnerai la parole. Premier point. Deuxième point, qui est une mise au point, là pour le coup. On vient de faire référence à un questionnaire. Ce questionnaire, c'est le questionnaire des chercheurs, ça n'est pas le nôtre. Nous ne sommes pas responsables des questions qui sont dedans, nous ne les avons pas rédigées et nous n'allons pas les analyser. Les chercheurs vous posent des questions pour leurs besoins de recherche, qui sont ce qu'ils sont, vous pouvez en penser ce que vous voulez et même mettre ce que vous pensez sur le questionnaire en le rendant. Vous avez tout à fait la possibilité de le faire et je vous rappelle que c'est un questionnaire qui n'est pas obligatoire, vous y répondez uniquement si vous souhaitez y répondre. Je vous demande maintenant d'avoir la gentillesse d'écouter les mots de conclusion de Kathleen Schubert, et ensuite on va passer à la phase de fabrication des questions. Allez-y Kathleen. Non, mais je n'ai plus rien à dire. Je voulais surtout pas, c'était absolument pas mon intention de prendre quiconque pour des enfants. Voilà. Je voulais quand même peut-être dire une chose pour terminer, c'est que, comme on l'a bien vu dans le Conseil pour le climat,
il faut que l'ensemble des politiques publiques soient alignées vers le même objectif. C'est-à-dire que ça ne sert pas forcément à grand-chose que de faire des politiques environnementales, des politiques climatiques très pointues, si par ailleurs les autres politiques publiques, les politiques de transport, les politiques d'aménagement urbain, tirent dans une autre direction. Voilà, il faut vraiment un alignement des politiques. Au lieu de parler d'aide de subvention, c'est-à-dire que c'est toujours l'argent public, donc moi ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi que vous vous intéressez pas au prix de sortie d'une usine d'une voiture. Parce que, en regardant un petit peu sur Internet, ils vous disent des sorties d'usine de voitures, c'est entre 5 et 7 000 euros. Quand vous faites le tour donc en essence et en diesel, ça va de 15 à 20 000 qu'ils vous la vendent, et une électrique, c'est 30 000. Est-ce que vous pouvais reprendre la question? Je vais reprendre. Donc, là, on parle de subventions, d'aide pour les voitures. Je peux revenir là-dessus. Donc ça, on joue avec de l'argent public, c'est-à-dire qu'on donne de l'argent. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est combien coûte une voiture sortie d'usine au départ. Ah, le prix de production d'une voiture. Voilà, parce que là, si vous voulez, à mon avis, c'est plus une culbute qu'ils font, quoi. Et donc là, ça serait mettre les industries à participer quand même. Enfin, c'est une idée. Alors, est-ce que quelqu'un sait quel est le taux de marge finalement? C'est ça qu'on demande, hein, c'est une entreprise qui vend des voitures, combien la voiture lui coûte à la production et du coup combien elle la vend et quelle est la différence entre les deux? Est-ce qu'on a une idée de ça? Jean-Marc, attention parce que c'est une question là, il se lance dans le vide. Oui, je me lance complètement sans filet. Traditionnellement, les coûts de distribution pour à peu près n'importe quoi, ça se promène entre 10 et 30%. Et je ne vois pas tellement de raisons pour lesquelles, pour une voiture, ça sortirait de cette fourchette. Mais peut-être que dans très exactement une demi-heure, je vais regretter de vous avoir donné cette réponse. Mais voilà, je pense que ça doit être ça l'ordre de grandeur. J'ai juste une touche. Parce que l'idée, c'est comment faire baisser le prix du véhicule, hein, c'est ça finalement. Je reviens. Vous prenez, je prends pas ça parce qu'on est en France, ils ont délocalisé en Roumanie. Donc normalement, le coût de production est moins cher. Mais par contre, les voitures, moi, j'ai pas vu qu'elles avaient descendu. Dont acte. C'est pas faux. Merci. Question suivante, Sophie, s'il te plaît. Alors, il y a une question assez technique au sujet de la captation et du stockage de carbone. Alors, il a été question, vous avez parlé de la forêt, mais quelqu'un a compris qu'il était aussi question du stockage du carbone dans le sol et voulait comprendre comment ça s'effectuait, qu'est-ce que c'était et quels sont les bénéfices de telles pratiques versus les risques. Alors, l'enfouissement du carbone. Jean-Marc Jancovici. Ça, je peux répondre, mais du coup, je vais faire un hold-up, je vais finir de répondre. Quand vous délocalisez une usine en Roumanie, en fait, ce que vous savez, c'est que l'assemblage va se faire en Roumanie, mais vous savez que les constructeurs auto sont fournis par des équipementiers. Les usines des équipementiers peuvent être ailleurs, et donc le fait que vous soyez en Roumanie ne change pas nécessairement le prix d'achat des pièces. Parce que ce qu'on appelle des constructeurs auto, en fait, c'est les assembleurs finaux, mais ils ne font pas toutes les pièces avant sont faites par des équipementiers. Voilà, donc je ne suis pas en train de vous donner une réponse nécessairement très satisfaisante, je suis juste en train de vous dire, c'est pas juste parce que c'est délocalisé dans un pays que c'est facile d'en déduire comment varie le coût d'assemblage, le coût global de la voiture. Pardon. Non mais là je parle de Je propose que sur cette question, vous en reparliez tous les deux à la sortie. Alors, ce qu'on appelle la capture du CO2, en fait, il y a une chose à laquelle on pense jamais, mais qui est très simple, qui s'appelle planter des arbres. Mais ça entre en concurrence avec les surfaces qu'on occupe pour nos cultures alimentaires. Et ça entre tellement en concurrence qu'en fait, dans une planète où la démographie augmente, c'est l'inverse qu'on fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'un peu partout sur la surface de la Terre, on coupe des arbres pour faire des nouvelles surfaces cultivables pour nourrir une population en croissance. Donc cette marge de manœuvre-là, pour le moment, ne marche pas trop bien, et elle marche d'autant moins bien que le début du changement climatique qu'on observe actuellement sur Terre est en train de rendre de plus en plus difficile l'existence des écosystèmes, donc des arbres. Et il y a malheureusement une publication qui est sortie il y a quelques semaines, dans la littérature scientifique, qui montre que depuis 2000, la capacité des forêts dans le monde à reprendre une partie du CO2 qu'on met dans l'atmosphère s'est fortement affaiblie. Donc les puits naturels commencent à souffrir. Donc ça, c'est la manière la plus simple et la plus triviale, j'ai envie de dire. Après, il y a une manière technologique qui a été poussée en avant, qui consiste à récupérer le CO2 directement en sortie des cheminées des endroits où il y a de grosses émissions de CO2, donc les centrales à charbon, les cimenteries, etc., pour essayer de récupérer ce CO2 et de le mettre sous terre. Voilà, c'est à ça qu'on pense en général. Alors la grosse limite de ce processus, c'est que pour attraper le CO2, qui est une molécule inerte, dans la fumée, il faut dépenser de l'énergie,
parce qu'il n'a aucune envie de... Voilà, c'est comme les enzymes de Coluche, là, il n'a aucune envie de venir tout seul, donc il faut l'attraper. Et il faut dépenser 30% de l'énergie qui est autrement utilisée par la centrale ou la cimenterie. Ce qui veut dire que si vous mettez ce procédé en œuvre, vous allez avoir 30% d'électricité en moins derrière votre centrale. Donc il faut voir comment est-ce qu'on répartit ces économies. Ou alors il faut réussir à mettre dans une centrale 40% de charbon en plus, et c'est très compliqué parce que la logistique du charbon, c'est un truc qui est indémerdable. Donc c'est un processus auquel beaucoup de gens pensent. Aujourd'hui, vous avez quelques prototypes qui tournent dans le monde et la probabilité que ça soit déployé à large échelle avant que vos enfants aient votre âge est malheureusement pas très élevée. Merci. Oui, Quentin. Essayez le micro qui est devant vous, peut-être. Juste pour compléter un tout petit point, ça c'est les deux grandes techniques, effectivement. Et il y a aussi dans l'agriculture des options. On a assez peu parlé d'agriculture jusqu'à présent, mais on sait qu'il y a des possibilités de changer un peu les pratiques agricoles pour capter un peu plus de CO2 dans la terre. Voilà, les prairies finalement captent pas mal de CO2 en plus des forêts. On l'oublie parfois. Merci. Question suivante, s'il te plaît. Alors, juste, on est en train de vérifier où en étaient les groupes qui faisaient la synthèse de vos questions. Il y a 150 questions, ils en ont traité 12. Donc, on va traiter celle-ci. Vous voyez le problème de la densité d'informations. On essaye d'être au moins transparent sur tout ce qu'on reçoit. Donc, on va prendre celles qui sont à l'écran, mais du coup, écrivez tout. Allez-y. Victor de Bourgogne. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, puisque maintenant il y a une nouvelle technique qui est sortie en Espagne, où ils récupèrent le CO2 pour créer du pétrole à base d'algues. Voilà. Ce qui rentabiliserait le système. Alors c'est aussi quelque chose qui est fait, c'est-à-dire que vous utilisez des végétaux marins, donc des algues, et vous les nourrissez en gros avec du CO2 en les mettant dans des conditions favorables. Alors ça ne vous permet pas de capturer le CO2 pour le mettre sous terre, donc de plus en entendre parler. Vous allez le mettre dans des algues qui vont vous faire de la graisse. C'est des machines à faire de la graisse, les algues. Avec ça, vous allez faire des carburants, et ces carburants, vous allez évidemment les brûler. Donc en fait, vous allez finir par mettre le CO2 dans l'air, mais vous en serez servi 2 fois, quelque part. Et effectivement, c'est une technique qui permet d'améliorer quelque part l'efficacité globale du processus. Oui, absolument. Mais pour le moment, c'est des dispositifs expérimentaux. Et en fait, le problème dont vous êtes en train de discuter, c'est des problèmes d'ordre de grandeur. C'est-à-dire, est-ce que quand on sait faire un truc, on sait en faire 1 million ? Non, mais c'est toujours ça le même problème. C'est-à-dire, quand la technologie permet de mettre au point un dispositif, est-ce que c'est très facile ou pas d'en faire un dispositif qui changera le quotidien de tous les gens qui sont ici ou pas ? C'est plus une question de volonté, je pense. Des fois, c'est aussi un problème de physique. C'est là que ça devient un kikinant. Quentin, rapidement. Et oui, encore une fois, pour compléter, parce que je vois que la question, il y avait 2 questions en fait, c'est quels sont les bénéfices et les risques de la captation et du stockage. Alors, sur le fait de planter des arbres, il y a un vrai risque qui est la permanence. Parce que si vous payez aujourd'hui pour planter des arbres, mais qu'il y a un incendie demain, et ben voilà, tout est relâché. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Sur le fait d'enfouir le CO2 avec du captage et stockage un peu technologique, là, il y a vraiment la question de qui va payer pour ça, parce qu'on voit que les gens ont pas trop. Enfin, ça a été difficile de payer pour des énergies renouvelables. Alors, qui va payer pour capter du CO2 qui est dans l'atmosphère ? Bon, ça pose cette question. Plus à long terme, est-ce qu'il ne va pas y avoir des risques de fuite ? Bon, les ingénieurs disent qu'a priori c'est bon, mais on peut toujours se poser la question. Merci beaucoup. Question suivante. Excusez-moi, c'est Annie. Oui, pardon. Excusez-moi, juste pour rebondir sur ce que vous disiez. Alors, si je comprends bien, ou peut-être que je me trompe, pour vous, les projets de reforestation, c'est pas viable sur du long terme, parce que non, c'est pas du tout ce que je veux dire. Au contraire, je pense que c'est très important de ralentir la déforestation, de reforester là où il y avait des forêts, même d'afforester là où il n'y avait pas de forêt. Il faut vraiment le faire. C'est juste que dans les risques, il faut savoir qu'il y a des risques d'incendie, etc. Mais c'est clairement quelque chose qu'il faut faire. Voilà. Merci. Question suivante, Sophie. Alors, il y avait une question sur le permis d'achat d'émissions de CO2. En fait, vous avez évoqué des coûts qui allaient augmenter. On était à quelques euros la tonne et on allait vers 50 voire 100 euros la tonne. Et donc quelqu'un se demandait s'il ne fallait pas bloquer l'achat de permis d'émission en avance, parce que ça pouvait ça risquerait de créer des processus de spéculation sur le prix de la taxe carbone. Alors, il y a des dispositifs qui sont là justement pour empêcher ça, sachant que quand vous avez un marché à un moment, il y a toujours des gens qui sont vendeurs et d'autres acheteurs.
le dispositif a évolué ces derniers temps dans l'idée que, enfin, il l'était déjà un peu avant, mais en fait, des quotas, il n'y en a pas un nombre infini qui sont mis, entre guillemets, sur le marché chaque année. Ils sont mis aux enchères sur le marché. Ce nombre décroît et il y a, à partir de 2020 ou 2021, je ne me rappelle jamais, ça commence fin 2020 ou début 2021, pardon, je suis désolé, j'ai un trou. Il y aura même un dispositif quand on constatera qu'il y a trop de quotas au niveau européen sur le marché, on en mettra moins aux enchères pour à la fois éviter, si on a trop, le prix risque de baisser, donc les gens vont moins investir, mais aussi éviter ces achats massifs de personnes où il y en aurait tellement acheté que certains achèteraient tout. Après, dans cet intervalle, il y a effectivement des gens qui peut-être achèteront plus parce qu'ils pensent avoir besoin de quotas, arriver moins à émettre, et d'autres qui vont peut-être effectivement vouloir peut-être un peu spéculer. Spéculer comporte aussi des risques, hein. Et il y a une limite en volume et il y a des prix. Si les prix augmentent, vous prenez des risques quand même, hein. Mais le but, c'est effectivement pas de créer des espèces de bulles où quelqu'un ferait un énorme stock. Donc oui, il y a un mécanisme qui n'est pas parfait parce que on se dit aussi voilà, que s'il y en a qui en achètent, ça maintient le prix. Voilà, tout ça n'est pas très... Merci. Sophie? Bon, il y avait une série de remarques qui consistaient à dire que l'État et l'Europe font confiance aux constructeurs automobiles, mais nous, finalement, on paye des histoires comme le Dieselgate, et que c'est nous qui sommes désignés comme des pollueurs. Donc, d'une certaine manière, c'est facile pour l'État de taxer. L'État, en fait, à travers tout ce qu'il fait, ne répond pas à nos propres difficultés. Il a de l'argent pour mettre des radars, mais il n'a pas de l'argent pour installer des bornes de recharge électrique. Donc, en fait, en gros, il y avait tout un sujet autour de qu'est-ce que peut faire l'État pour finalement s'occuper plus de nous. Voilà. C'était moins une question qu'une remarque, mais une remarque qu'on notera effectivement dans le compte-rendu. Et derrière ça, il y avait aussi, on nous a orientés finalement vers la mondialisation, et aujourd'hui on nous demande de faire des pas en arrière. Oui. Et est-ce qu'on peut prendre peut-être la dernière question là, alors, de façon comptable, le prix du permis d'émission et la taxe sur le prix carbone reviennent au même. Pourquoi privilégier un marché des permis alors que cette procédure agit à l'aveugle? Et pourquoi privilégier la taxation qui pèse plus lourd sur les pauvres? Il faut une réglementation choisie démocratiquement. Kathleen, c'est pour vous ça, directement. C'est très simple. En fait, le marché de permis a été choisi au niveau européen parce que pour mettre une taxe en place au niveau européen, il faut l'unanimité des pays. Et il n'y avait pas du tout d'unanimité des pays pour mettre en place une taxe, tandis que pour le marché de permis, comme ça n'existait pas au moment du traité de Rome, c'était pas prévu en fait dans les traités européens, et donc une majorité des pays pour accepter la mise en place du marché a suffi. C'est juste une question totalement institutionnelle en fait. Voilà. Mais du coup, effectivement, c'est ressenti comme étant moins démocratique. Merci. Y a-t-il d'autres questions? La question sur les accords commerciaux à l'international, on se demandait s'ils ne plombaient pas les efforts consentis par l'Europe et la France. Ça, je peux peut-être en dire un mot. C'est vrai que les accords commerciaux internationaux, qui sont, c'est la prérogative de l'Europe de les négocier, souvent sont négociés par des gens qui font du commerce et pas du tout par des gens qui se préoccupent du climat. Donc, dans ces accords, en fait, jusqu'à récemment au moins, on ne s'intéressait pas du tout à l'aspect climatique. Donc voilà, c'est tout à fait vrai qu'ils ne prenaient pas ça en compte. Et en plus, les accords internationaux qui visent au développement du commerce, plus de commerce, ça veut dire plus de transport international de marchandises. Le transport international de marchandises est très émetteur de carbone et ne paye pas le carbone. Il est exempté, en fait, il n'y a pas de taxe ni de rien, aucun prix sur le carbone émis par le transport international de marchandises. Donc il y a quelques idées autour de ça pour empêcher ça. Par exemple, il y avait une idée qui avait été émise qui est d'un veto climatique. Que quand, dans un accord international de commerce, il y a des choses qui se passent qui sont en fait dommageables pour le climat, que le pays, la France par exemple, qui s'en offusque, puisse mettre un veto climatique pour bloquer les choses en question, quoi. Voilà, mais c'est vrai que on a négligé les aspects environnementaux et climatiques dans les accords de commerce jusqu'à maintenant. C'est exact. Merci beaucoup. Quentin, un mot supplémentaire là-dessus?
Sur l'histoire des accords, pourquoi pas aussi parfois le transformer en force. On sait qu'au niveau européen, on n'a pas le droit aujourd'hui de taxer certains carburants parce qu'il y a une directive européenne qui nous en empêche. Mais on a le droit, si on se met d'accord avec l'autre pays, de taxer les carburants de l'avion dans les deux pays. Donc il y a ces possibilités. Et surtout, je voulais réagir à la question qu'on a un peu évacuée sur les normes d'émission et le fait que les constructeurs ont un peu triché. Et ben, voilà, il y a eu le Dieselgate, très clairement. Je voulais juste préciser qu'il y a des nouveaux tests qui ont été mis en place par l'Europe et qui sont appliqués en France dès cette année. Voilà, donc ce sera plus possible de tricher comme avant. En tout cas, il y a des nouvelles normes WTP qui sont plus proches des conditions réelles. Merci beaucoup. Encore une question ? J'en ai même 3, si on peut attendre le groupe qui est en train de préparer. Est-ce que Mathilde, Léo, Pierre et Mohamed arrivent à se dépêtrer de leurs 150 questions ? Alors, normalement, ils doivent venir nous en apporter quelques-unes. Il y avait une question aussi sur les présentations qui ont été faites tout à l'heure. Est-ce qu'elles tenaient bien compte de tous les territoires français, avec une remarque sur le fait que la Nouvelle-Calédonie était absente du protocole de Kyoto et de l'accord de Paris, donc on se demandait si c'était le cas. La Nouvelle-Calédonie, absente du protocole de Kyoto et des accords de Paris. Quelque chose à dire là-dessus ? On demandera. Il vous semble que non ? Est-ce que vous pouvez peut-être la meilleure spécialiste des accords de Paris étant avec nous ? J'ai pas complètement bien compris la question. Est-ce qu'on peut me la répéter ? Oui, absolument. Oui, la France, c'est au sens large, y compris la Guyane. Pour ça que d'ailleurs la déforestation en Guyane ou les mines sont compliquées. Donc c'est pris en compte. Alors, venez Pierre. En attendant, j'ai 2 questions. Venez avec Sophie. Ça va se passer ça. Il y avait une question sur comment éviter que les... Attends, la Guyane, oui, mais la Nouvelle-Calédonie. Pardon, qui parle là ? Pierre. Avant de parler, il faut demander, s'il vous plaît. D'accord. Alors, allez-y, puisque vous avez la parole. La Guyane, oui, mais la Nouvelle-Calédonie, elle n'a pas le même statut. Elle a été comptée dans les émissions françaises, malgré la différence de statut entre la Guyane, la Réunion, toutes ont des statuts différents. Mais pour prendre en compte les émissions, il y a eu donc toute une longue discussion entre la France et l'Europe. Les émissions de tous ces départements, territoires ou autres d'outre-mer ont été inclus dans les émissions françaises. Ophélie, tu as un micro ? Est-ce que si tu descends d'un cran, tu trouveras un micro, je pense, ou de 2 crans. Alors, en attendant, tu peux peut-être donner... Alors, mesdames, messieurs, vous allez assister au fait qu'on est sur une question complexe, comme vous pouvez le constater, et du coup, on n'est pas toujours sûr ou pas toujours d'accord. Ophélie Rissler, qui travaille à la DGEC, la Direction Générale de l'énergie et du climat, pardon. Donc, la Nouvelle-Calédonie, effectivement, a un statut très particulier qui fait qu'effectivement elle n'a pas été comptée dans les émissions françaises. Voilà. Après c'est une part très faible des émissions par rapport aux émissions de la France métropolitaine, donc c'est un sujet statutairement important, mais en termes de volume d'émissions c'est pas non plus énorme par rapport au reste des émissions françaises. Elle a un engagement de mémoire sur Ophélie, effectivement, elle est partie particulièrement de l'accord de Paris, mais elle n'est pas dans l'engagement de l'Union européenne. Il y a un engagement spécifique, il me semble, de la Nouvelle-Calédonie, où effectivement, par son statut, la Nouvelle-Calédonie est dans la France, mais elle n'est pas dans l'Union européenne, si je ne me trompe pas, et donc elle n'est pas dans l'engagement de l'Union européenne et donc de la France à la COP. Mais par contre, je crois qu'elle a un engagement propre, en rappelant, c'est les institutions qui font assez compliqué, moi, que le gouvernement français n'est pas compétent sur ce sujet. C'est le gouvernement de Nouvelle-Calédonie qui l'est pour exprimer ce qu'il souhaite. Alors, merci, je propose qu'on arrête. Alors attends, parce que j'ai encore une question, c'est peut-être dommage qu'on coupe et puis ensuite on donne. Comme ça, on aura fini toutes les questions individuelles, c'est ça, Sophie ? C'était un peu particulier, ils avaient oublié de rendre leur fiche. Donc ils en ont aiguillé enfin 2, j'en prends qu'une. Quelle est l'influence des lobbies ? Est-ce qu'on peut avoir des exemples concrets d'intervention d'acteurs concrets dans les questions qu'on aborde ? Ça a l'air de vous mettre en joie, Jean-Marc.
J'adore les lobbies. En fait, quand on pense lobby dans le français courant, on pense lobby industriel. Mais lobby, c'est n'importe quel groupe qui défend un intérêt. Donc Greenpeace est un lobby exactement comme l'Union des industries chimiques est un lobby. D'accord ? Alors, quelle est l'influence des lobbies? Elle est extrêmement forte parce que dans les démocraties, les gouvernements n'ont jamais le temps de regarder le fond technique des dossiers avant de prendre des décisions. C'est une impossibilité matérielle, d'accord? Ils n'en ont juste pas le temps. Et donc, très très souvent, ça fait 18 ans que je fréquente la vie politique de l'extérieur, hein, discutant avec des ministres et des députés divers. La façon dont ça fonctionne, c'est qu'il y a une prime très forte à celui qui, à un instant donné, rouspète le plus fort. Mais les Gilets jaunes, c'était un lobby, du reste qui s'est auto-construit en temps réel. Hein. Donc, en fait, ce sont des lobbies, tous les gens qui cherchent à influer la politique publique, au sens large. Hein. Et leur influence est extrêmement forte. Extrêmement forte. Mais, encore une fois, pas que les industriels, d'une manière générale. Tous les groupes de pression, la CGT, tout ça, c'est des lobbies. Ça cherche à influer la façon dont on structure la politique publique. Ce qui veut dire qu'une des manières de faire progresser le débat dans ce genre de sujet, c'est d'essayer à parler à l'intérieur de tous ces lobbies, parce qu'au moment où ils prennent position, les jeux sont faits. On arrive après la bataille, et donc les débats doivent avoir lieu au sein de ces instances-là. Donc j'ai envie de retourner la question en disant tous les gens qui sont intéressés par cette question et qui le seront, je l'espère, encore plus dans quelques semaines, eh bien, je vous invite à aller porter le débat dans toutes les instances auxquelles vous pouvez appartenir de l'intérieur, parce que c'est là qu'il faut prendre le temps d'en discuter et de prendre du recul sur les choses. Voilà. Mais de fait, les corps constitués sont des facteurs de pression très forts. C'est un peu moins vrai à l'Europe que dans les pays pris individuellement. Les députés européens sont un peu plus, j'ai envie de dire, un peu plus loin des pressions des politiques nationales. Ils ont un peu plus de temps, ils sont un peu moins sous les projecteurs, donc c'est globalement un peu moins vrai. Mais voilà, mais effectivement, c'est une vraie réalité, mais ça s'applique à plein d'organismes. Merci beaucoup. Alors, je propose que nous passions maintenant aux questions que vous avez élaborées en petit groupe, et Pierre, qui a participé à l'organisation de ces différentes questions, va nous les présenter les unes après les autres, peut-être pas les 150 d'un coup, on est d'accord? Et pendant ce temps-là, Julien va continuer de les inscrire sur la feuille, enfin plus exactement à l'écran. Mesdames, Messieurs, il est 18h21, et quoi qu'il arrive, nous nous arrêterons à 19h00 sur cette séquence, parce que nous avons d'autres choses à faire et d'autres sujets à voir, et puis parce qu'il sera tard. Ce qui veut dire qu'il y a des questions auxquelles nous ne pourrons pas apporter de réponse cet après-midi. Nous ferons comme pour les précédentes. Évidemment, nous ne perdons rien. Ici, rien ne se perd, tout se transforme. Et donc, toutes ces questions se transformeront en réponses sous des formes que l'on va regarder ensemble, et notamment avec le comité de gouvernance, parce que vous imaginez bien que 150 questions, ça va demander un travail relativement important. Donc, il faut qu'on trouve le moyen le plus pratique pour vous et le plus praticable pour nous d'apporter les réponses, mais de toute façon, on vous les apportera dans les plus brefs délais. Pierre, la première question, s'il vous plaît. Alors, avec Mohamed, Mathilde et Léo, nous avons essayé de trier vos questions qui étaient intéressantes en fonction des items que nous allons développer à partir de demain. Donc, le logement, se déplacer, la fiscalité, etc., l'économie. Bien sûr, mes collaborateurs là, continuent à dépouiller les questions. Alors, je vais commencer par le logement. Pourquoi y a-t-il des quotas qui limitent l'autonomie énergétique des habitations? Pourquoi y a-t-il des quotas qui limitent l'autonomie énergétique des habitations? C'est comme ça qu'on nous a... C'est comme... Je crois que c'est une question par rapport à aux limitations des puissances qu'on peut avoir en autoconsommation électrique. Voilà.
Je suis coincé, n'étant pas le meilleur expert de ma direction sur ce sujet pointu. Propose effectivement on apporte des réponses, sachant qu'on a quand même développé un certain nombre de systèmes, dont les compteurs intelligents, qui permettent justement à la fois de consommer sa propre électricité et de l'injecter quand on en a trop. Et il y a effectivement, je crois, une limite technique qui est peut-être à revoir, mais je ne saurais pas vous en dire oui, plus. Mais c'est beaucoup plus global, la question. Elle va aussi au social, et elle va aussi à ce qu'a dit le jeune homme là. C'est l'autonomie d'une maison énergétiquement parlant, même pour celui qui n'a pas d'argent, c'est possible. Simplement, il y a des limitations de production qui induisent le fait qu'on ne plonge pas, parce que finalement, on doit toujours payer. Alors que si les limitations étaient bien au-delà, c'est-à-dire s'il n'y avait aucune limitation, eh bien, dans la production d'électricité serait compris le prix des panneaux, le prix de l'installation, le prix de l'énergie que consomme la maison et son isolation, sa rénovation énergétique. Tout ça, si c'était globalement possible, moi, ça fait 20 ans que je serais à ce moment-là producteur d'électricité. Ça fait 20 ans que ça fait mon 3e devis là, depuis la nouvelle norme de 2018. Et ça, c'est un exemple très concret dans la population. Il y a une sorte de fatalisme qui dit ben, finalement, on nous demande d'être écologique, mais on nous en permet. Moi, je ne veux pas gagner de l'argent avec la production, mais je veux que ma maison soit autonome. Et dans les territoires urbains, dans mon village, par exemple, je suis certain qu'il y a au moins plus de la moitié des maisons anciennes. Moi, j'ai une très vieille maison, mais je l'ai déjà restaurée. Mais on serait énormément de personnes à être écologiquement... Je ne consommerais plus une seule goutte de fioul si on me le permettait. Merci. Mais malheureusement... on a compris le point. Jean-Marc Jancovici. Oui, je veux juste faire une remarque sur l'objet du débat. Il se trouve qu'en France, utiliser de l'énergie solaire plutôt que de l'énergie de réseau, surtout si on a une batterie derrière, ne fait rien gagner sur les émissions. Donc c'est un débat qui est hors climat. C'était juste ça que je voulais faire remarquer. C'est hors climat. Ah, je vous assure. Alors après, ce que je peux rajouter aussi, puisque je vous vois un peu étonné, c'est qu'il y a une confusion dans le discours public depuis très très longtemps entre le sujet nucléaire et le sujet climat. Donc entre le sujet électrique et le sujet climat. Et de cette confusion naît le fait que beaucoup de gens pensent que... alors il y a deux trucs que beaucoup de gens pensent. Le premier, c'est que le nucléaire contribue significativement aux émissions de gaz à effet de serre. Il a plein de défauts peut-être, mais pas celui-là. Ça, c'est physiquement pas possible. Et du coup, il y a dans le discours médiatique, qui est du coup aussi très confus, l'idée que, par exemple, l'autoconsommation est quelque chose qui est un bon geste pour le climat. Alors encore une fois, ça peut avoir des tas d'autres fondements, mais malheureusement, celui-là, non. C'est un débat qui est hors climat. Merci beaucoup. Pierre, une autre question, si possible, dans un autre groupe thématique. Très bien. Un sujet qui est brûlant, la fiscalité et l'économie. Qu'est-ce qui bloque pour donner un prix plus élevé aux ressources naturelles ? Quels sont les freins au fait que les ressources naturelles n'aient pas leur prix finalement peut-être un peu plus en adéquation avec leur vraie valeur, on va dire. Alors, on va demander à une pure économiste, si vous me permettez ce qualificatif, et puis Quentin aussi vous dira un mot à ce sujet. Allez-y, Kathleen. Dans ce qui bloque, c'est... Parlez bien proche du micro. Je pense que ce qui bloque, c'est qu'il y a quand même, de façon générale, une réticence à rajouter des impôts. Donc rajouter des impôts encore sur les ressources naturelles, sur le carbone et compagnie, bon, ça c'est une partie quand même importante. Donc je pense qu'on se dit on devrait pouvoir y arriver autrement sans alourdir la fiscalité. Donc c'est pour ça que ce que j'aurais tendance à dire, c'est que si on fait payer davantage les ressources naturelles en mettant des impôts ou le carbone, il faut rendre cet argent d'une façon ou d'une autre aux gens. C'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure. Il ne faut pas que ce soit un alourdissement de la fiscalité, il faut que ce soit simplement une façon de faire payer un vrai service qui soit rendu aux gens, si possible en fonction de leurs revenus, pour que ce soit fait de façon juste, ou de leur localisation géographique, ou de leurs équipements, etc. Voilà, donc je pense qu'en fait, ce qui bloque, c'est un manque de transparence qu'ont eu les gouvernements peut-être, et d'explication, et
Bon, alors, voilà. Kathleen, est-ce que vous pouvez redire la même chose, mais peut-être de façon différente, parce que la dame là me dit qu'elle a rien, personnellement, qu'elle a pas je ne sais pas compris. les autres, mais j'ai pas compris la question. Hein. Ah, vous n'avez pas compris la question, Qu'est-ce qui bloque pour donner un prix plus élevé aux ressources naturelles? Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis peut-être bête, hein, mais pas du tout. Ça me parle pas du tout. Hein. Pas du tout. Quel est le groupe qui a inventé cette question? Guy a la parole. Oui. Vous avez 20 secondes pour vous justifier. C'est Guy de la Haute-Vienne, ça va être très rapide. En fait, les ressources naturelles sont gratuites. Et donc, la question que je voulais poser, c'est quel prix vous pouvez donner à ces ressources naturelles pour que tout le monde, dans le monde, mais notamment en France, puisse avoir le vrai prix du produit qu'on achète. Et pas simplement son prix de transformation. Oui. Alors là, j'ai l'impression que c'est une question d'économie fondamentale, non? Non, mais je crois que la réponse, je refais la même réponse en fait. C'est ce que vous avez dit. Je refais la même réponse, c'est qu'en effet, il faudrait leur donner un prix parce que certaines d'entre elles n'ont pas de prix de marché, donc il faudrait, celles qui n'ont pas de prix de marché au moins, il faudrait leur donner un prix, mais sauf qu'on n'y arrive pas parce qu'on ne s'y prend pas bien en réalité. On s'y prend pas bien, on n'aime pas les impôts. Je voudrais juste compléter rapidement, on a parlé tout à l'heure de taxes à rajouter, je dis simplement que ce n'est pas une taxe qu'on rajoute, c'est une valeur qu'on donne à la base au produit, et cette taxe à la fin, la taxe carbone que vous voulez rajouter, ça c'est une taxe. Mais là, c'est donner une valeur au produit naturel. C'est autre chose. Alors, Jean-Marc matérialise le prix, quand il n'y a pas de prix de marché. Jean-Marc Jancovici va donner un exemple. Je vais vous donner un exemple à partir de la maison de Thomas Pesquet. Vous connaissez Thomas Pesquet? Bon. Alors Thomas, oui, la maison en haut, oui, c'est sa maison de vacances, là, celle où il va de temps en temps. Alors Thomas Pesquet va de temps en temps en vacances dans l'espace. Est-ce que vous savez combien coûte la Station Spatiale Internationale? Elle coûte 100 milliards de dollars. D'accord? 100 milliards de dollars. Bon. Est-ce que vous savez, c'est un F, je ne sais pas combien, on tient à 6. D'accord? Donc ça veut dire que la Station Spatiale Internationale vaut 15 milliards de dollars par personne. Vous êtes d'accord? À quoi elle sert, la Station Spatiale Internationale? Elle sert à ce que dans un endroit où vous ne pouvez pas respirer, où il fait très froid, parce que là où il est à cette altitude, il fait très froid, on puisse au moins respirer et ne pas mourir de froid. D'accord? C'est les deux choses auxquelles ça sert. Ça sert aussi à recycler de l'eau, et je ne vous dis pas d'où elle vient, évidemment. Donc ça sert à juste 3 choses. Alors vous dites, la planète Terre, elle fait tout ça pour nous. Elle nous a donné une atmosphère qu'on peut respirer. Il fait ni trop chaud, ni trop froid. Enfin, il faut un petit pull en ce moment, mais globalement, ni trop chaud. Donc on peut dire que la planète Terre vaut au moins 15 milliards de dollars par personne. Au moins. D'accord? La planète Terre, aujourd'hui, on en mange au moins 1 pour 1000 par an. D'accord? On diminue les stocks de poissons, on diminue les stocks de pétrole, on met du CO2 dans l'atmosphère, on diminue les stocks de forêt. Quand vous regardez, il y a au moins 1 pour 1000 de la planète qu'on mange chaque année. Alors 1 pour 1000 de 15 milliards, ça fait 15 millions. Vous êtes d'accord? Donc le vrai coût de la nature, moi je vous le chiffre au moins à 15 millions par an et par personne. Il faut savoir qu'en moyenne mondiale, la production économique, c'est pas 15 millions, c'est 15 000 dollars par an et par personne. Donc le vrai coût de la nature, c'est peut-être au moins 1000 fois ce qu'on gagne. Donc il n'y a pas de réponse économique, c'est là que je voulais en venir avec cet exemple. Il n'y a malheureusement pas de réponse économique à ce problème. Et il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, on n'arrivera jamais à résoudre le problème du changement climatique en rentrant par l'économie, ça doit devenir un problème éthique. Dit autrement, on doit se dire, on n'en veut pas, et à ce moment, on adapte l'économie. Et si l'économie doit nous offrir un peu moins, parce qu'il y a un peu moins de bombes de lac et de vêtements, on fait avec parce que le bénéfice est tellement important à nos yeux qu'on a envie de le faire. Mais il y aura jamais, l'économie ne pourra jamais être autre chose qu'un instrument pour l'action et jamais un instrument de justification. Voilà, c'était ça que je voulais dire. Jean-Marc Jancovici nous emmène dans les étoiles. 3e question, Pierre. Pardon. Alors l'item se déplacer. Allez. Est-ce que les normes évoquées par Madame Schubert comme éventuellement dangereuses par rapport au prix d'achat final, par exemple pour une voiture, ne seraient pas au final un tremplin, une incitation à l'innovation, donnant une démocratisation de technologies plus propres? C'est un peu complexe comme question. On l'a lu, on s'est concerté, on a décidé de la laisser telle qu'elle était parce qu'on avait du mal à la reformuler, on va dire. Je pense que oui, c'est vrai que les normes peuvent inciter à produire des technologies plus propres, ça tout à fait, j'ai pas dit le contraire d'ailleurs, je pense que c'est exact. Simplement, on peut obtenir aussi des incitations à faire des technologies plus propres par la taxe,
Pourquoi? Parce que la taxe, ça donne un business model, disons, aux activités propres. Parce que sans elle, tant que les activités à base de fossiles ne sont pas chères, il n'y a pas vraiment d'incitation à produire des biens propres et des biens verts. Donc, la norme, ça peut donner une incitation à l'innovation verte, la taxe aussi. Voilà. Merci. Excusez-moi, juste une question. Oui. Je suis là. En fait, moi, ce que j'entends dans la question, c'est aussi qu'il y a l'existant, et l'existant, il n'est pas satisfaisant pour réduire les émissions de carbone. Alors pourquoi ne pas pousser la recherche et l'innovation? Ça, c'est de l'ordre de l'État. Pour pouvoir justement promouvoir, on parlait tout à l'heure des batteries lithium, des choses comme ça. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de chercheurs, des experts, pour le coup qu'on n'est pas, qui pourraient, eux, promouvoir leur savoir et leur technicité pour trouver des solutions concrètes. Et du coup, c'est de l'ordre de l'État de promouvoir ce genre de recherche. Laurent Michel. Entièrement d'accord. Pardon. Alors, oui, alors, il se trouve, moi, quand j'étais jeune fonctionnaire, j'ai commencé par faire de la réglementation, enfin l'appliquer. Et donc, moi, j'aime bien, je trouve que c'est un outil. Et effectivement, de donner un signal, de dire dans 10 ans, on est comme ça donne un horizon pour développer une technologie, une organisation, un programme d'action. Et selon les moments, combiné avec une taxe ou à la place ou à pleine taxe, ça donne le chemin. Il y a besoin, si c'était si simple, effectivement, comme vous dites, on n'aurait besoin de rien. Il y a souvent besoin de développer des systèmes, voire des technologies. Alors, et sans dire, je ne vais surtout pas dire que c'est parfait, hein, je ne suis pas là pour ça, mais dire qu'il y a au sein de l'État, depuis plusieurs années, ça a traversé plusieurs majorités, on va dire, des programmes dits par exemple programmes d'investissement d'avenir qui travaillent qui apportent très en amont, plutôt quand c'est plutôt des projets publics, des laboratoires, ou plus en aval, mixte, laboratoires publics et entreprises, pour développer des nouvelles technologies et ensuite, il faut évidemment ensuite passer à l'industrialisation. C'est pas la peine d'avoir dans son coin le camion super génial, mais qu'on n'arrive jamais à en vendre, etc. Donc ça peut être, et je ne dis pas que c'est simple, que tout va se résoudre par magie, mais effectivement des questions de politique industrielle et même plus globalement d'organisation. Si on parle de la rénovation énergétique des logements ou des bâtiments, si vous dites 2030, les collectivités et l'État, tel niveau de performance, est-ce qu'on arrive à avoir à la fois une offre et une demande, qui est la technique, qui est la formation des entreprises, tout pour rénover. Et ça a quand même été, permettez-moi de dire, sans y mettre très sincèrement, ça a été quand même un des axes que moi j'ai vu depuis quelques années, d'un accent mis en France et au niveau de l'Europe, sur l'innovation pour les technologies, globalement, y compris l'organisation plus propre en carbone, en polluant, ou enfin moins polluant, voire à ce qu'on appelle l'éco-conception, donc des produits qui génèrent moins de déchets. Probablement faut-il encore aller plus loin, plus vite, et ne rater aucune étape. C'est pas la peine d'avoir en labo si on n'arrive pas à le faire en vrai. Merci beaucoup. Je demande à mes camarades de tribune de bien vouloir faire des réponses un chouïa plus courtes, de façon à ce qu'on puisse passer plus de questions. S'il vous plaît, Pierre. Je peux prendre la parole ici, 2 minutes. On parle de taxes depuis tout à l'heure, mais on oublie une chose. 1 minute. Oui, 1 minute. On parle de taxes depuis tout à l'heure, mais on oublie une chose, c'est que là, on est censé voir pour le climat, mais aussi le social. Et en fait, ça ne passera pas par des taxes. Les gilets jaunes, ça devient mondial. Donc, il faut arrêter de réfléchir en forme de taxes pour toujours les mêmes personnes. Il me semble qu'il y a les GAFA qu'on ne taxe pas. Donc là, il n'y a pas d'argent à prendre. Il y a l'ISF. Il y a d'autres solutions. Il faut arrêter de toujours taxer les gens. Vous voulez dire un mot là-dessus, Quentin? Je voudrais ajouter quelque chose. Là, c'est Yolande. Oui. Je voudrais juste ajouter quelque chose. Il y a aussi 500 niches fiscales qui représentent 100 milliards d'euros. 500 niches fiscales. Enfin, je crois que ça a baissé un petit peu. Mais je crois qu'il y en a eu une vingtaine de supprimées là. Mais voilà, il y en a de l'argent. Il y en a de l'argent. Et effectivement, la lutte contre la fraude fiscale, Google, Amazon, etc., il faut aller le chercher, l'argent. Il faut du courage politique, c'est tout. Quentin, Kathleen et Quentin, 2 mots là-dessus.
Je peux juste dire un petit mot. Bon, moi, je crois aux pollueurs-payeurs, quoi, fondamentalement. Donc, les plus grosses entreprises qui polluent sont celles qui... Les entreprises et les ménages, pareil. Je crois aux pollueurs-payeurs. Je pense juste qu'il faut rendre les choses justes. C'est-à-dire que cet argent, il faut le rendre aux gens qui sont vulnérables et qui sont dans la difficulté pour changer leur comportement. Alors, un mot de réponse. Allez-y, dites ce que vous voulez dire. Je dis, les gens, ils sont dans la difficulté. À l'heure actuelle, il y en a qui ne mangent pas, ou très peu. Donc, ils sont obligés de prendre leur voiture pour aller travailler. Donc voilà. Et je pense qu'il y a d'autres formes de taxes à prendre sur des gens qui ont de l'argent. Voilà. Il y a plein de gens qui sont dans la difficulté, mais il y en a aussi énormément qui ne le sont pas. Les gens qui achètent des gros SUV et qui roulent énormément, ils peuvent faire un petit... Alors à ce moment-là, il faut diriger les taxes vers ces gens-là. Et quand on achète une voiture, on fournit ses impôts. Et on sera taxé là-dessus. Alors, Quentin, puis Jean-Marc, s'il vous plaît, très court. Même l'exercice est difficile, mais c'est important. Une réaction à deux questions. Il y a eu donc la question de finalement, il n'y a pas que le climat, il y a aussi le social. Je suis tout à fait d'accord. Et je rajouterais, il n'y a même pas que le climat, il y a l'environnement de façon générale. Et quand j'ai parlé du fait que, par exemple, certaines villes interdisent les véhicules diesel, c'est bon pour le climat, mais c'est aussi extrêmement bon pour les particules fines, parce qu'on sait qu'en centre-ville, il y a beaucoup trop de particules fines. Et de penser à des solutions qui sont bonnes pour le social et pour la santé, on peut avoir des propositions beaucoup plus fortes qui vont dans le bon sens. Donc je pense qu'il ne faut pas hésiter à étendre un peu le spectre. Et sur la question des niches fiscales, on a passé en revue le budget de l'État, I4C, donc je suis tout à fait d'accord avec vous. Et je dirais, il y a même en particulier 16 milliards de niches fiscales défavorables au climat. C'est-à-dire des taux réduits pour des entreprises qui font qu'elles ne sont pas trop incitées à réduire les émissions. Et donc c'est là où peut-être des idées d'aider, mais différemment, aider sans supprimer l'incitation, aider autrement qu'avec des taux réduits sur les taxes fossiles, pour le dire autrement. Et là, il y a effectivement des recettes possibles. Finalement, ce que nous montrent aussi nos estimations des investissements, je le répète, mais c'est 5 à 7 milliards par an qui manquent. C'est pas tant que ça. Pour mettre en perspective, la taxe d'habitation, c'est 17 milliards, j'ai lu dans les décodeurs, dont 8 milliards pour la part sur les 20% les plus riches. Donc vous voyez qu'on est dans des ordres de grandeur, encore une fois, qui sont pas excessifs. L'enjeu est difficile, très difficile, mais les montants finalement sont pas si exorbitants. Merci. Jean-Marc ? Oui, moi je voudrais dire deux choses, une qui va vous plaire et une qui ne va pas vous plaire. La chose qui ne va pas vous plaire, c'est qu'aujourd'hui, les émissions d'un Français moyen, alors évidemment, les vôtres et celles de Bernard Arnault ne sont pas les mêmes, mais les émissions d'un Français moyen, c'est 10 tonnes équivalent CO2 par an. D'ici à ce que vos enfants aient votre âge, il faut que ça descende à 2. Alors vous comprenez qu'il faut assurément taper sur les riches, mais ça ne suffira pas, comme disait l'autre. Donc tout le monde va devoir prendre sa part à l'effort. Donc ça c'est la très mauvaise nouvelle, c'est que malheureusement tout le monde va devoir faire quelque chose. Là où je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est qu'il ne faut pas demander un effort si les gens n'ont pas d'alternative. Donc les taxes sur le tabac, vous avez une alternative, c'est d'arrêter de fumer. Elle n'est pas facile, mais vous avez une alternative. Bon. On voit les anciens fumeurs. Hein. Même moi, j'en fais partie. J'ai pas fumé longtemps. Mais donc, quand chacun doit prendre sa part à l'effort, pour appeler un chat et te mettre les pieds dans le plat, ça veut dire qu'on va devoir gérer une restriction. C'est très clair. C'est très exactement ça dont il est question. On a le choix de l'instrument, donc c'est ce qui a été expliqué derrière, et en fait c'est évident qu'il faut combiner tout ça. Donc il faut dans le même temps taxer à l'achat les voitures pour éviter que les gens achètent des grosses voitures, parce que les gilets jaunes, s'ils sont en position d'acheter une voiture, ce qui n'est pas toujours le cas, enfin de temps en temps ils en achètent bien une puisqu'ils en ont une, on peut les mettre en position d'acheter celle qui consomme le moins possible, et ça continue à suffire quelque part pour aller au boulot, qui est un truc absolument indispensable. On ne peut pas demander à quelqu'un de renoncer d'aller au boulot au motif que l'essence est trop chère. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc il y a cette fiscalité-là, et il y a également des mesures d'accompagnement. Alors, les mesures d'accompagnement, on peut aussi les choisir. Donc il n'y a pas juste le prélèvement, il y a la mesure d'accompagnement. Tout à l'heure, Laurent Michel parlait du plan vélo. Alors je vais être très agréable avec lui. Le plan vélo aujourd'hui, c'est 1 km de piste cyclable par département et par an. D'accord ? Donc comme disait l'autre, je me marre. Bon. Et voilà, avec l'accent. Donc on peut aussi choisir là où va l'argent, et là je suis parfaitement d'accord avec une chose qui a été dite tout à l'heure, de l'argent il y en a plein, simplement il va falloir qu'on choisisse les pistes cyclables, ou les ronds-points, ou la 5G, ou je sais pas quoi, donc il va falloir qu'on se mette d'accord entre nous, et qu'on dise on fait des choix, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est vraiment à l'heure des choix. Mais ce choix, l'heure des choix, n'exclut pas le fait que malheureusement,
tout le monde va devoir prendre sa part à l'effort. C'est pour ça qu'au sein du Haut Conseil, on a parlé de justice. La justice, c'est que l'effort soit perçu comme légitime par l'essentiel de la population. Je dis bien légitime. Alors, à ce moment-là, faire payer au prorata. 10 secondes de parole à la défense, parce que dans mon oreille, j'ai entendu « mais non » à propos du plan vélo. Donc, la parole à Laurent Michel. Non, mais je suis pas... Bon, malheureusement, je n'ai pas assez révisé pour savoir combien c'était de kilomètres de pistes cyclables par département, mais de mémoire, c'est 150 initiatives de collectivités locales au dernier appel à projet de l'État et un premier soutien à hauteur de 35 millions d'euros, et ça va continuer. J'ai pas dit que c'était suffisant, je ne dirais, et j'ai pas dit, mais juste dire effectivement que on a bien vu les débats, les aides vont-elles au bon endroit, bien sûr, etc. C'est quelque chose, par exemple, sur les aides à la rénovation, on ne dit pas que ce n'est parfait, mais les taux d'aide sont plus élevés pour les ménages modestes grâce à l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, dans l'idée qu'à la fois on est bon pour le climat, mais aussi pour économiser de la facture énergétique, parce que vous avez souvent ce qu'on peut appeler la double ou la triple peine. Votre logement est mal isolé, pour la santé c'est parfois pas très bon côté humidité et compagnie, et grosse consommation. Merci. Et moi, objectivement, si je pourrais investir si j'avais un problème d'isolation, on sait qu'il y a pour beaucoup de ménages, et pas que les 10% les plus pauvres, c'est un gros investissement. Même après, on peut vous expliquer, ouais, mais en 10 ans, vous allez être remboursé et tout. L'investissement est parfois tel qu'il faut intervenir. Donc, il faut arriver à doser, que ça, faut pas que ça coûte l'infini, mais à un moment, effectivement, mettre le paquet, et en particulier, une différenciation pour permettre à ceux qui en ont le plus besoin de passer à l'acte sans une difficulté majeure, c'est nécessaire dans l'accompagnement. Merci beaucoup. Alors, Mohamed nous a rejoint. Donc, ça veut dire qu'ils ont fini de trier les 150 questions. Waouh! Non, non, dit-il. Mais en tout cas, vous avez de nouvelles questions. Il nous reste un quart d'heure tout pile. On essaye de faire au moins 5 questions dans ce quart d'heure. Allez-y. Bonjour, moi c'est Diallo Mohamed. Je viens de la ville du Mans. Selon la synthèse que nous avons faite, nous avons 2 questions très pertinentes. La première, pourquoi égaliser le droit à polluer? Et la deuxième, pourquoi ne pas taxer plus l'achat de gros SUV? Alors, qui veut répondre à ça? Jean-Marc sur la première, sur la deuxième? Ah, vous battez pas pour la deuxième. Alors, Quentin, sur la deuxième et sur la première aussi, il faudra une réponse. Alors effectivement, vous avez sans doute entendu parler du fait que les ventes de SUV augmentent en France et même au niveau mondial. Je crois au niveau international, je crois que les ventes sont passées de 20% des ventes de véhicules à 40% en l'espace de 10 ans, c'est énorme. Donc des véhicules plus gros, plus polluants. Et forcément, ça pose la question du juste niveau de taxe. On a un objectif européen de viser 95 grammes de CO2 par kilomètre pour les véhicules l'année prochaine. Et on a un bonus-malus qui, lui, ne taxe que les véhicules au-delà de 110 grammes de CO2 par kilomètre. Donc vous voyez qu'on a des objectifs nationaux qui ne sont pas tout à fait raccords avec les objectifs européens. Et je pense qu'effectivement, il y a une vraie réflexion à avoir sur taxer plus les SUV qui sont pour partie des véhicules utiles pour les familles, mais pour partie aussi des véhicules où on se fait plaisir. Et donc là, pourquoi pas payer d'autant plus le prix pour ça. Et je profite d'avoir la parole pour juste définir un peu la taxe carbone, parce que je me rends compte qu'on a énormément parlé de taxe carbone, sans peut-être vraiment définir de quoi on parlait, et je pense qu'on aurait dû le faire plus tôt. La taxe carbone, juste pour être au clair, c'est une petite partie de ce que vous payez sur les taxes carburants. C'est 10 centimes d'euros par litre sur l'essence. Après, vous avez 80 autres centimes d'euros par litre d'autres taxes, et puis après, vous avez le prix d'extraction de l'essence, etc. Donc vous voyez, la taxe carbone, c'est 6% des taxes sur les carburants pour un ménage normal. C'est pas si gros. Si vous regardez au niveau national, ça représente 8 milliards de recettes, la taxe carbone, sur plus de 600 milliards de recettes prélevées par l'État. Et c'est pour ça que j'ai commencé mon introduction en disant pensez la fiscalité dans son ensemble. Pensez à ces plus de 600 milliards, pensez pas juste aux 8 milliards en fait. On parle que de ça, mais il ne faut pas se perdre dans la goutte d'eau non plus. Merci. Alors, j'essaye d'équilibrer entre les questions collectives et les questions individuelles. C'est pour ça que je ne vous donne pas toujours la parole.
La première question, en fait, c'était pas pourquoi égaliser, mais pourquoi légaliser le droit à polluer. Ah, ça c'est beaucoup plus clair. Alors ça, il peut répondre ou oui, très bien. Oui, ce qu'on a historiquement appelé les droits à polluer, en fait, c'était les quotas d'émission de CO2. Alors en fait, un quota d'émission, c'est une autorisation administrative d'émettre, hein, c'est ça, qui par ailleurs est échangeable. C'est-à-dire si vous ne vous en servez pas, vous pouvez la vendre à quelqu'un d'autre dont l'activité fait qu'il va émettre plus que l'autorisation qu'on lui a donnée. C'est ça. Donc en fait, dès que vous avez une autorisation administrative, par construction, vous avez quelque chose qui est légal. C'est une autorisation administrative, c'est par construction. Donc on n'a pas légalisé des droits à polluer. On a instauré des autorisations administratives d'émettre, mais dont le principe initial était que ça allait justement être en quantité limitée. C'est-à-dire qu'on n'allait pas vous autoriser à émettre autant que vous voulez. On allait justement vous coller une contrainte en volume en disant chaque année, ou par période de plusieurs années, on va vous autoriser de moins en moins. Alors ça, c'est la théorie. Après, il y a des tas de trucs qui font qu'en pratique, ça marche plus ou moins bien, mais la théorie, elle est là. Donc dans la théorie, c'est légal d'entrée de jeu. Merci beaucoup. Monsieur, vous souhaitiez intervenir, je vous donne la parole. 1 seconde et demie, dans ma grande générosité. Je suis Guillaume de Bordeaux. Donc, vous parlez de taxe carbone. Taxe carbone, c'est bien, c'est beau, j'aime bien. Mais on a déjà la TVA qui est là pour la taxe valeur ajoutée. Hein. Pourquoi on ne la ferait pas évoluer en fonction de l'impact carbone sur les produits que l'on achète? Soit diminuer la TVA, la passer à 10 ou la passer à 25 ou à 30, voire 33%. Hein. Je vous rappelle, il y a longtemps, on avait la TVA de luxe, on appelait ça 33%. Et moi, je pense que ça serait nettement plus juste que d'instaurer encore une taxe supplémentaire, alors qu'on a déjà des leviers financiers et obligatoires au niveau de nos instances et du ministère des Finances, quoi. Donc, quelque part, merci. Je trouve que le débat il est un petit peu déplacé avec cette taxe carbone, parce qu'on tourne toujours autour du SUV. Moi, j'ai un SUV, hein, il consomme 4 litres d'eau au 100. Hein. Donc, il y en a un petit peu marre des SUV. Par contre, une bagnole à 45 000 € en SUV, avec un V8 qui fait 15 litres au 100, ben, on n'a qu'à le taxer à 33%, voire 40% de plus. Voilà. Kathleen, un mot là-dessus, puis Michel, puis Laurent, pardon. Parce que je pense que à la base, c'est parce qu'on a envie de taxer ce qui pollue. Ce qui pollue, c'est bien le carbone. Donc c'est quand même beaucoup plus direct, la taxe carbone, que de passer par la TVA. Donc, et beaucoup plus transparent aussi, parce que passer par la TVA, ça embrouille vraiment l'affaire. On veut taxer le carbone, taxons le carbone. Je veux dire. Je suis issu du monde du transport, hein, je suis formateur dans le métier du transport. Donc de toute façon, le produit que vous avez dans grande surface ou n'importe où, il est transporté. Donc, circuit court, moins de taxes. Circuit long, grosse taxe. Laurent Michel. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît. Attendez. Yolande, juste une seconde. Je donne deux secondes vraiment. Certes, le gasoil des voitures pollue, mais alors le kérosène, et les bateaux de croisière, et les yachts. Ah, oui. Parlons-en, parce que ça aussi, c'est beaucoup d'émissions. Alors là, je suis absolument et entièrement d'accord avec vous. Il n'y a aucune raison, ni théorique, ni d'aucune sorte pour qu'on ne les taxe pas. Ça, c'est vraiment une mesure fondamentale à prendre, oui. Je mets en doute le chiffre donné par l'un d'entre vous, 600 milliards de recettes de l'État. Dans 600 milliards, il n'y a pas que les recettes de l'État, alors. Il y a autre chose. Oui, j'ai peut-être fourché. Ça dépend si vous pensez en brut ou en net. Il y a des histoires de remboursement. Plutôt 300-400 milliards en effectif. Il y a des remboursements après qui sont faits, etc. Alors, il y a beaucoup quand même. Il y a beaucoup. Oui, donc, Laurent Michel dit un mot en réponse à Guillaume, puis Jean-Marc rapidement. Oui, et ensuite. Alors, d'abord, revenons dire. La taxe, taxer ce qui pollue versus ce qui ne pollue pas est un des leviers, on a dit que tu n'es pas le seul. Si prend la TVA pourrait être un moyen de différenciation, théoriquement, si on arrivait à identifier facilement des catégories d'objets qui émettent pour le même usage moins de carbone. Alors, il se trouve que sur les célèbres SUV, en fait, ce qui existe aujourd'hui en France et dans un certain nombre de pays, pas tous, c'est ce qu'on appelle le malus. Alors le bonus aide à l'achat de véhicules propres. Le malus taxe de manière croissante. Au début c'est petit, puis après ça monte en fonction du test d'émissions, les grammes de CO2 par kilomètre. Donc en fait,
Ce n'est pas taxé, ce n'est pas l'objet SUV. Si vous avez deux SUV qui ont le même look, mais il y en a un qui consomme 4 litres au 100 et l'autre 8 litres au 100, à 8 litres au 100, là, vous serez en loi de finances, si elle est votée telle qu'elle, à 12 500 € de taxes l'année prochaine. Ce qui peut, là, pour le coût, à mon avis, ne frappe pas vraiment les personnes les plus modestes qui auraient les moyens de s'acheter ces gros véhicules les plus modestes. Donc, ce qu'on a trouvé là. Il se trouve que la TVA que vous évoquez est utilisée, je ne sais pas si c'est le meilleur outil ou pas, mais est utilisée à contrario. Il y a une TVA à taux réduit pour les travaux de rénovation des logements énergétiques. La TVA de base sur le bâtiment, c'est 10%. C'est fait de la rénovation énergétique. Le législateur, il y a plusieurs années, je ne sais plus quand, a dit que c'était 5,5%. Donc, on utilise là, ce n'est pas pour taxer ceux qui polluent, c'est pour accompagner ceux qui font un effort. Donc on essaye, les législateurs, c'est ensemble gouvernement, parlement et tous les gens qui s'expriment, de trouver des outils adéquats, y compris de baisse de taxes. Apparemment, ça s'appelle la baisse de taxes. Merci Laurent. Vous souhaitiez intervenir depuis justement, pour rester sur les taxes, il y a aussi des économistes qui préconisent, eux, de taxer les énergies primaires, ce qui fait que ça aura un impact sur toute la filière de production jusqu'à la consommation, de reverser en totalité la taxe prélevée sur la population, et en partant du principe que le citoyen est suffisamment intelligent pour comprendre que ce qui coûte plus cher ne lui permettra pas de pouvoir mieux vivre. Donc en fait, l'argent qu'on lui reverse, s'il veut vraiment en profiter, il faut qu'il aille vers quelque chose qui est décarboné. Et là, pour le coup, on inverse le système de consommation. Et on rétablit une justice sociale, c'est-à-dire que ce qui est payé sur les énergies primaires carbonées est reversé totalement aux citoyens qui aura justement l'intelligence, par exemple, entre une tomate élevée en serre avec chauffée au fioul et une tomate en plein air au soleil, ben forcément celle en plein air au soleil coûtera moins cher, elle ira vers ce qui est meilleur pour la nature. Donc, je voudrais savoir si cet aspect-là a été également étudié dans la taxation et dans la redistribution sociale. Et je vous demande de faire une réponse en moins de 10 secondes parce qu'il est moins 5 et que je veux qu'on fasse au moins une autre question. Je suis désolé, mais je deviens radical. Ça veut dire taxer à la source, taxer à la sortie de la raffinerie en fait. C'est le raffineur qui paye. C'est une bonne idée. Simplement, le raffineur va répercuter dans les prix. Au final, ça va faire augmenter le prix de l'essence pareil. Donc c'est une très bonne idée, on peut faire ça, on pourrait faire ça, récupérer l'argent et reverser aux ménages. Mais il faut bien voir que les ménages payeront quand même au final le prix, parce que ça sera répercuté. Mais oui, on peut faire comme ça. Ils iront vers ce qui est moins cher, donc ce qui n'est pas carboné. Ça, c'est pas sûr, mais bon. Merci. Une autre question, Pierre ou... Ce sera Mohamed, mais en fait, on va changer, on ne parlera plus de taxes là maintenant. Oui, c'est bien, c'est une bonne idée, changeons. Item démographie, on a mis... Allez, Mohamed. L'objectif de moins 40% tenait-il compte de la démographie de notre pays? C'est-à-dire, en fait, est-ce que l'augmentation de la démographie du pays est prise en compte dans la réduction des gaz à effet de serre? Alors, on sera bientôt 70 000. Deux réponses en 30 secondes. Laurent, puis Jean-Marc. La réponse est oui, c'est un engagement. C'est inscrit dans la loi et par dans les engagements européens. C'est la France en tant que France, que sa population croisse ou pas. Voilà. Donc, si vous avez un taux de croissance de la population de 3% versus 1%, effectivement, l'effort par individu, on va dire, enfin, ou nous, notre collectif, est plus dur à faire. Mais effectivement, tous ces chiffres que je vous ai présentés, ou ceux qui sont dans les lois ou autres, sont l'entité globale France, que sa population croisse ou pas. Merci. Jean-Marc? Oui, vous touchez du doigt là un problème qui, pour moi, est à la fois très douloureux et primordial. Il est douloureux parce que le fait d'avoir des enfants, c'est un truc qui touche à nos tripes. Mais il faut bien voir, je ne sais pas si ça vous a été dit par Valérie Masson quand elle est venue ici, que le point important avec le changement climatique, c'est la quantité totale de CO2 qu'on met dans l'atmosphère. C'est ça qui compte. Et que cette quantité totale soit émise par 1 milliard ou 10 milliards d'hommes, ça ne change pas le problème. Ce qui compte, c'est la quantité totale. Donc il y a un gâteau donné à se partager, et plus on est nombreux à se le partager, plus chacun devra faire d'efforts. Donc là, vous touchez du doigt quelque chose qui est absolument crucial.
c'est qu'on a un sujet démographique qui pour le moment est un des non-dits dans ce débat. Hein. Est-ce qu'on accepte d'en parler, ne serait-ce que d'en parler déjà. Et j'insiste, hein, c'est vraiment un sujet qui prend aux tripes, hein, la question, mais qui est un des sujets difficiles dans cette histoire, parce que c'est évident que plus on est nombreux et plus chacun doit faire des efforts, ou à l'inverse, plus on est nombreux et en fonction de l'aptitude qu'on a à vraiment faire des efforts, plus on est entre guillemets mal parti là-dessus et sur un certain nombre d'autres sujets. Voilà. Donc c'est un des éléments centraux du débat. Aujourd'hui, très difficile à évoquer de manière, j'ai envie de dire, un peu calme, mais c'est un truc absolument central. Vous avez suivi les travaux de la Convention citoyenne pour le climat. Les 150 membres de cette convention ont jusqu'à janvier pour continuer à travailler et à faire des propositions afin de baisser les émissions de gaz à effet de serre. Les solutions qui seront retenues par Emmanuel Macron pourront faire l'objet de lois ou être soumises à référendum. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'actualité parlementaire à 17h30 avec Allons plus loin, présenté par Rebecca Fitoussi et toute sa bande de chroniqueurs. Très bonne journée sur Public Sénat.